Avez-vous déjà trouvé un billet de 5 € dans la rue et pensé que c'était votre jour de chance? Je sais que ça m'est arrivé, mais si vous trouviez 500 €, les prendriez-vous quand même? Et 500 000 €? Eh bien, croyez-le ou non, récemment, tous les habitants d'un pays ont été confrontés à cette question et aucun d'entre eux n'a choisi de prendre quoi que ce soit. En fait, certains l'ont même jeté. Tout cela alors qu'ils étaient si pauvres qu'ils pouvaient à peine se nourrir. Quoi? Eh bien, tout cela est assez difficile à expliquer. Continuez donc à regarder pour découvrir pourquoi personne ne voulait de cet argent gratuit et comment il s'est retrouvé dans la rue. J'avais l'habitude de vivre selon le principe de qui trouve garde et qui perd pleure. Cependant, en grandissant, j'ai appris que cela s'appelle du vol et que c'est illégal. Mais ça n'empêche pas certaines personnes de le faire. En 2021, un camion blindé traversait San Diego pour livrer de l'argent à un dépôt fédéral lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation délicate. L'une des portes arrière s'est ouverte, répandant des milliers de billets sur l'autoroute. Comme vous pouvez l'imaginer, les automobilistes derrière le véhicule ont perdu leur sang-froid. La circulation s'est complètement arrêtée, les gens ont sauté de leur voiture et le chaos total s'est installé lorsqu'ils ont commencé à remplir leur veste de tous les billets éparpillés. On a même vu certaines personnes faire pleuvoir de l'argent sur le bas-côté. Donc, ces personnes ont pris l'argent et qui peut leur en vouloir? Un incident similaire s'est déjà produit auparavant. À Atlanta en 2019, un camion Garda circulant sur l'autoroute 285 a dispersé presque 175 000 $ sur la chaussée. Les conducteurs se sont arrêtés de tous côtés pour ramasser autant d'argent que possible. Et avant cela, ça s'était produit en 2018. Cette fois-ci, un camion Brinks transportant 600 000 $ s'est vidé sur l'autoroute L70 près d'Indianapolis. Les résidents des environs se sont précipités, sautant sur le dessus des clôtures pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient. Je comprends qu'ils ne seraient pas tentés par des centaines de milliers de dollars éparpillés sur l'autoroute. De l'argent gratuit, c'est suffisant pour rendre n'importe qui un petit peu fou. Mais cet argent est-il réellement gratuit? Il est tombé du camion par accident. Tout cet argent appartenait à quelqu'un. Eh bien, aux yeux de la loi, ramasser de l'argent qui est tombé à l'arrière d'un camion revient à ouvrir soi-même la porte et à mettre dans le sac de voyage. Oui, toutes ces personnes qui se sont arrêtées pour ramasser l'argent qu'elles ont trouvé étaient en train de le voler. Cet argent ne leur appartient pas légalement, c'est donc certainement pour cette raison que personne ne le prenait dans les premières vidéos où je vous ai montré. Eh bien, pas tout à fait. Vous voyez, en temps normal, ramasser de l'argent dans la rue est illégal, à moins de pouvoir prouver que vous avez essayé de retrouver le propriétaire initial. Vous êtes coupable de vol par trouvaille. Et cela s'applique même à un simple billet de 5 $. Si vous en trouvez un par terre, vous êtes légalement obligé de vérifier s'il a été abandonné ou non avant de le ramasser. Cependant, si vous le ramassez simplement, personne ne vous poursuivra pour 5 $. Ça n'en vaut pas la peine. Et même si vous souhaitiez signaler des 5 $, qui voudrait se rendre au poste de police, attendre pendant des heures et remplir de nombreux formulaires juste pour remettre 5 $? Je ferai pas confiance aux forces de l'ordre pour retrouver le véritable propriétaire de toute façon. Ils verraient ces billets comme nous le voyons, des donuts gratuits. Mais le fait est que personne dans cette vidéo ne pouvait en réalité prendre l'argent sans aucune conséquence juridique. Certaines d'entre elles se roulaient en jetant des poignées de billets depuis leur camion. Bonne chance pour faire passer ça pour un accident. Mais personne ne s'en souciait. Attendez, donc les personnes qui ont gardé l'argent n'avaient pas le droit de le faire, mais celles qui peuvent garder l'argent ne veulent pas le faire. Ça fait mal au crâne. Mais restez avec moi, je vais vous expliquer toute cette situation absurde. Mais pour cela, on va devoir remonter dans le temps, vers le futur. Désolé, je me suis un peu laissé emporter. On va donc devoir remonter le temps vers l'Allemagne d'avant la Première Guerre mondiale. Petit problème, ma machine à remonter le temps ne fonctionne que si vous cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. En échange, vous restez informé de toutes mes vidéos exceptionnelles. C'est une excellente affaire, non? Ça fonctionne, bien joué. Maintenant, revenons à la vidéo. Ok, nous y voilà, l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Ça peut sembler incompréhensible au premier abord, mais vous allez bientôt comprendre. Avant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne faisait partie d'un accord international appelé l'étalon or. Celui-ci fixait la valeur de la monnaie allemande, le mark allemand, en fonction de la quantité d'or qu'elle pouvait acheter. Par exemple, une livre d'or pure coûtait 1265 marks, soit environ 10 500 $ aujourd'hui. Ce système maintenait la stabilité des monnaies en exigeant qu'un pourcentage de toute monnaie en circulation dans un pays soit détenu en or. Ainsi, si l'État voulait imprimer plus de monnaie, il devait obtenir plus d'or pour le faire. Vous suivez jusqu'ici? Parfait. En théorie, l'étalon or empêchait les pays de dépenser plus qu'ils ne pouvaient se le permettre et maintenait ainsi une stabilité économique. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le coût de la guerre est devenu si élevé qu'un grand nombre de pays ont complètement abandonné l'étalon or, ce qui leur a permis d'imprimer davantage de monnaie et de financer leur effort de guerre sans avoir besoin de plus d'or. Avance rapide jusqu'en 1918 et, attention spoiler, l'Allemagne a perdu. Et à cause de tout l'argent qu'elle avait imprimé pour financer la guerre, l'État allemand avait accumulé des dettes considérables.
En plus de cela, les nations alliées l'ont contrainte à payer plus de 350 milliards de dollars actuels pour couvrir les dommages causés à d'autres pays. Vous savez ce que l'Allemagne a fait pour payer ses dettes? C'est simple, elle a imprimé plus de billets bien sûr. Bon, c'est là que ça se complique un peu. Car on ne peut pas simplement imprimer plus d'argent sans conséquences importantes. Vous voyez, l'argent liquide n'est en réalité que du papier. Sa valeur est intrinsèquement liée à la valeur des biens contre lesquels il est échangé. S'il y a beaucoup de biens achetés mais peu d'argent pour les acheter, la valeur de ces biens diminue et la valeur de l'argent augmente. C'est ce qu'on appelle la déflation qui entraîne une baisse des coûts. A l'inverse, s'il y a beaucoup d'argent et peu de biens, la valeur des biens augmente et celle de l'argent diminue. C'est ce qu'on appelle l'inflation qui entraîne une hausse des coûts. Vous comprenez un peu? Dans ce cas, prenez un biscuit. Vous le méritez. Imaginons qu'une miche de pain coûte 1 $, mais que l'inflation augmente de 10% chaque année. Un an plus tard, cette même miche de pain vous coûtera 1,10 $ et l'année suivante, il coûtera 1,21 $. Cependant, un billet de 1 $ vaut toujours qu'1 $. Par conséquent, la quantité des biens que vous pouvez acheter avec 1 $ est moindre. Pour que tout le monde puisse acheter du pain, le pays a besoin de plus d'argent. Ainsi, les grands financiers au sommet augmentent ou diminuent constamment la masse monétaire pour maintenir l'équilibre. Dans le cas de l'Allemagne d'après-guerre, cependant, le gouvernement a continué à imprimer de plus en plus de monnaie, mais il n'a pas pu produire suffisamment de biens pour suivre le rythme. Ça signifie que l'équilibre entre monnaie et biens s'est fortement déplacé vers la monnaie, ce qui a entraîné une baisse de la valeur de cette monnaie. Est-ce que vous êtes prêt à entendre quelque chose d'étonnant? Lorsque la guerre a éclaté en 1914, 4,2 marks valaient 1 $ américain. À la fin de la guerre, 4 ans plus tard seulement, ce montant avait plus que doublé pour atteindre 8,91 marks par dollar. Cependant, en 1923, le gouvernement avait imprimé tellement d'argent qu'1 $ valait la somme astronomique de 4,2 milliards de marks. Ouais, à ce stade, l'Allemagne n'était plus seulement victime de l'inflation, elle était en proie à l'hyperinflation, c'est-à-dire une inflation si élevée qu'elle dépasse 1000% par an. Eh bien, l'Allemagne atteignait plus de 3 millions de pourcents chaque mois. Les salaires des travailleurs étaient si élevés qu'ils étaient payés 3 fois par jour. C'est cela bien avant l'apparition des cartes de crédit. Les employeurs remettaient donc d'énormes liasses de billets à chaque fois qu'ils payaient leurs employés. Bien que cette image provienne d'une banque allemande en 1909, elle illustre assez bien la manière dont les gens étaient contraints de transporter leur argent dûment gagné. Et s'ils se rendaient au magasin, ils devaient laisser leur chariot rempli d'argent sur le trottoir avant d'entrer. Les voleurs potentiels auraient toutefois été plus enclins à voler les chariots car ils avaient plus de valeur. Oui, la situation était devenue si grave que d'énormes piles d'argent étaient littéralement empilées pour être brûlées, car les billets ne représentaient plus qu'un gaspillage d'espace. En effet, les gens disposaient de tellement d'argent que personne ne savait plus combien coûtaient les choses. En 1922, une miche de pain coûtait 3 marks. En janvier 1923, elle coûtait 700 marks, et à partir de là, les prix ont continué à augmenter. En mai, il en coûtait 1200, en juillet 100 000 et en septembre 2 millions. En octobre, 670 millions et en novembre, une miche de pain coûtait, attendez, 80 milliards de marks. Oh mon dieu, il fallait tellement de billets de 10 marks que si on les avait mis bout à bout, ils auraient atteint la lune et seraient revenus, puis auraient fait à nouveau la moitié du chemin vers la lune. En seulement un an, un billet de 10 marks ne permettait plus que d'acheter 3 pains, mais à peine une miette. Tout le monde était milliardaire, mais cela ne signifiait absolument rien. En fait, l'argent était devenu tellement inutile qu'il était utilisé pour pratiquement toute autre chose. Les billets de banque étaient moins chers que le papier peint, ils servaient à allumer le poêle et n'étaient même donnés aux enfants pour jouer à la place des jouets. Ils les empilaient comme des Legos et découpaient des centaines de milliers de marks à la fois pour fabriquer des cerfs-volants. Pour suivre la chute vertigineuse de la valeur, les billets de plus gros en plus gros ont été émis, rendant progressivement les plus petits totalement inutiles. En novembre 1923, 400 milliards de marks étaient en circulation. On peut affirmer sans risque de se tromper que l'Allemagne était au bord de l'effondrement total. Pourtant, par un miracle, un homme a réussi à redresser la situation désastreuse. Et voici Gustav Stresemann. Cet homme a l'air très sérieux et est devenu le chef du gouvernement allemand, ou chancelier en août 1923, juste au moment où la crise était sur le point d'atteindre son paroxysme. L'Allemagne avait beaucoup de mal à honorer ses paiements d'après-guerre. Stresemann a donc négocié les conditions de paiement pour obtenir un nouveau calendrier plus abordable, ce qui a permis au pays de commencer à réduire son énorme déficit. Mais il ne s'est pas arrêté, loin de là. Il a également introduit une toute nouvelle monnaie, le Rentenmark. Un Rentenmark équivalait à 1 trillion de vieux marks. Je sais qu'il est écrit eine Billionen, mais 1 milliard européen correspond au même nombre qu'1 trillion américain. C'est déroutant, mais les zéros s'additionnent. Cette mesure s'est accompagnée d'une nouvelle politique impressionnante monétaire. Au lieu d'imprimer davantage d'argent, Stresemann a restreint la masse monétaire, la limitant à la valeur réelle de l'économie. Ces changements ont mis fin à l'hyperinflation en seulement 3 mois. Quel homme remarquable!
En fait, la période de 1923 à 1929 est devenue connue sous le nom d'âge d'or en Allemagne en raison de l'essor économique considérable qu'elle a connu. Après l'âge d'or, eh bien, nous n'avons pas besoin d'en reparler. Revenons aux vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, quand vous voyez tout cet argent dans la rue, comprenez-vous pourquoi les gens ne le ramassent pas? Oui, c'est à cause de l'hyperinflation. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas d'un pays européen, il y a 100 ans, mais le Venezuela, en 2021. Le pays souffre d'une inflation ininterrompue depuis 1983. En 2014, il affichait un taux d'inflation le plus élevé au monde, à 69% par an, ce qui est tout sauf amusant. Depuis lors, il a atteint des niveaux sans précédent. La Banque centrale du Venezuela prévoit qu'entre 2016 et avril 2019, les taux d'intérêt ont augmenté de 53 millions de pourcents, ce qui est catastrophique, et cela empire encore. Contrairement à la crise allemande d'il y a près d'un siècle, l'avalanche économique du Venezuela est presque entièrement due à l'incompétence du gouvernement. En effet, le pays possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, avec près de 13 000 milliards de gallons de ce liquide glissant. Sérieusement, si tout ce pétrole devait s'écouler dans le plus long fleuve du monde, le Nil, cela prendrait plus de 39 ans. Ouais, ça représente beaucoup de crocodiles sales. Pour tirer profit de ces énormes réserves, le gouvernement a consacré une part considérable de sa production économique à la production de combustibles fossiles. Et je dis bien considérable. Le pétrole représente 99% des exportations vénézuéliennes et 25% de l'ensemble de ses revenus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de mettre tous ses œufs dans le même panier? Eh bien, ça représente beaucoup d'œufs dans un grand panier huileux. Aujourd'hui, lorsque le prix du pétrole augmente, le Venezuela en profite. Mais lorsque les prix du pétrole baissent, les conséquences sont catastrophiques. Et c'est exactement ce qu'il s'est produit en 2014. Le prix du pétrole avait doublé au cours de l'année 2000, passant de 50 $ le baril à plus de 100 $ pour le même baril. À l'époque, les grandes économies comme la Chine consommaient d'énormes quantités de pétrole, et les niveaux de production étaient faibles en raison de la guerre en Irak, autre grand producteur de pétrole. N'oubliez pas que lorsque la demande baisse, les coûts augmentent. Cependant, fin 2014, la demande en pétrole en Europe, en Asie et aux États-Unis a commencé à diminuer à mesure que ces pays devenaient plus efficaces sur le plan énergétique. Soudain, le pétrole était surproduit et personne ne voulait l'acheter. Le prix a donc chuté de manière significative, à 30 $ le baril en 2016 pour être précis. Que cela vous serve de leçon, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Aujourd'hui, aucun pays ne souhaite perdre 25% de ses revenus, mais cela ne suffit pas à influencer de manière significative les taux d'inflation. Non, mais avoir un dirigeant corrompu qui licencie tous ses experts pétroliers pour les remplacer par des fidèles, ça, c'est sûr, oui. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé lorsque Hugo Chavez est devenu président du Venezuela en 1999. À peine 3 ans plus tard, en 2002, Chavez a humilié et licencié en direct à la télévision les dirigeants de la PDVSA, l'organisation pétrolière du gouvernement. Il les a ensuite remplacés par ses alliés politiques. Cependant, ses amis ne connaissaient rien au pétrole, et la loyauté ne génère pas de redevances. Le pouvoir et l'influence acquis par Chavez se sont faits au détriment de la productivité. La production pétrolière a continué de baisser jusqu'à la mort de Chavez en 2013. Mais la situation s'est certainement améliorée après cela. Si seulement. Nicolás Maduro a pris la présidence et à partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. Malgré la chute du prix du pétrole, Maduro n'a rien fait pour réduire les dépenses publiques ou résoudre les problèmes liés à la production pétrolière. Au lieu de cela, il a tenté de compenser le choc financier en imprimant davantage de monnaie. Est-ce que ça vous semble familier ? Dans ce cas précis, plus d'argent a entraîné beaucoup plus de problèmes. À mesure que Maduro imprimait davantage de billets, la valeur du bolivar, la monnaie vénézuélienne, s'est effondrée à un rythme alarmant. En février 2016, 1 $ valait 1000 bolivars vénézuéliens, ce qui n'était pas déjà un taux de change très avantageux. Cependant, en août 2018, 1 $ valait désormais 5,9 millions de bolivars. Ça a eu un impact significatif. Ainsi, à l'instar de Stresemann, le gouvernement a introduit une nouvelle monnaie, le bolivar souverain, afin de stabiliser la valeur de l'ancienne monnaie. Un bolivar souverain valait 100 000 anciens bolivars, ce qui a fait baisser le taux de change à seulement 59 bolivars souverains pour 1 $. Excellent, non ? Cependant, à moins que des mesures concrètes ne soient prises pour réduire les déséquilibres économiques, tout ce que l'on fait, c'est changer le chiffre sur un bout de papier. Si on continue à imprimer de la monnaie au même rythme, elle va encore monter en flèche. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est exactement ce qu'il s'est produit. En août 2021, le bolivar souverain avait grimpé jusqu'à 4,2 millions pour 1 $ américain. Même si les arbres à argent magiques existaient, les Vénézuéliens ne s'y intéresseraient pas. Tout comme dans l'Allemagne d'après-guerre, il est devenu presque impossible de conserver des espèces. Il fallait 7 billets d'1 million de bolivars pour acheter une miche de pain. Et comme il s'agissait du billet ayant la plus grande valeur, il était extrêmement difficile à en obtenir. En réponse, 6 zéros ont été supprimés à la fin de la devise en octobre 2021, afin de la rendre plus gérable.
1 million de bolivars est devenu un seul bolivar qui valait un peu moins de 25 cents. Cependant, ces fluctuations incessantes ne font que pousser tout le monde à échanger ses anciens billets contre des nouveaux billets de plus petite valeur, jusqu'à ce que ces derniers ne valent plus rien et qu'il faille en imprimer des billets de plus grande valeur, encore et encore. Et, roulement de tambour s'il vous plaît, c'est pourquoi tout cet argent gratuit s'est retrouvé dans les rues. C'est littéralement des ordures. Vous pourriez bien l'emporter bien sûr, mais c'est la monnaie la plus faible au monde, alors à quoi bon ? Ça ne vaut pas la peine. Vous feriez mieux de passer votre chemin. Ouais, après toutes ces explications, je pense que j'ai besoin de m'allonger. Mais on est loin d'avoir terminé. Vous savez peut-être pourquoi cela s'est produit, mais ça s'est pas produit dans le vide. Des millions de personnes en ont souffert. En fait, depuis 2015, près de 6 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays d'origine pour échapper à cette situation économique catastrophique. Ça représente une personne sur 5. Il s'agit du plus grand déplacement de population de l'histoire de l'Amérique latine, et ce sont les plus chanceux. Parmi ceux qui sont restés, 90% vivent désormais sous le seuil de pauvreté, ce qui est bouleversant. Ouais, effrayant. J'ai dit tout à l'heure que lorsque l'inflation fait grimper les prix, le dollar reste un dollar, n'est-ce pas ? Eh bien, les taux d'inflation ont anéanti les économies de presque tout le monde. Imaginez que vous passiez les 10 prochaines années à économiser 50 000 $, mais qu'à la fin de ces 10 années, le pays soit frappé par une inflation si forte que ces 50 000 $ ne vous permettent même plus d'acheter une miche de pain. La seule chose à laquelle cet argent pourrait servir, c'est du papier toilette. Oui, il est littéralement moins cher pour les Vénézuéliens d'utiliser leur argent liquide pour s'essuyer les fesses. Entre 2015 et 2016, plus de 75% de la population a perdu près de 9 kilos. Et même si vous avez les moyens de vous procurer de la nourriture, rien ne garantit que vous pourrez en obtenir. Les politiques gouvernementales désastreuses ont vidé les rayons des magasins, obligeant de nombreux Vénézuéliens à manger des déchets trouvés dans la rue. Ce sont des personnes innocentes, contraintes de fouiller dans les ordures et probablement dans des piles d'argent pour survivre. C'est déchirant, et la réponse du gouvernement Maduro ne fait qu'aggraver la situation. Pour soi-disant soulager les souffrances, on distribue des aides gratuites, comme de la nourriture, sauf que ces aides ne sont pas vraiment gratuites. Elles constituent un moyen de faire pression sur les citoyens pauvres pour qu'ils assistent à des rassemblements pro-gouvernementaux et soutiennent Maduro lors des élections. Ouais, déplorable. L'une des façons dont les gens ont essayé de se protéger des dommages causés par Maduro et de Bolivar est de ne pas avoir de Bolivar, en convertissant leur argent en devises plus stables comme le dollar américain ou le peso colombien. Ceux qui le peuvent ont pu échapper au taux d'inflation insensé, enfin du moins en partie. Cependant, ça n'a fait qu'aggraver la situation du bolivar, en réduisant encore davantage sa valeur. En réponse, le gouvernement a donc fixé son taux de change par rapport au dollar américain. En théorie, cela aurait dû empêcher le bolivar de continuer à chuter. Cependant, cela a également rendu plus difficile pour les gens d'échanger leurs bolivars, dans l'espoir qu'ils soient contraints de les conserver. Cependant, ça n'a pas fonctionné. Les gens ont commencé à échanger leur monnaie sur le marché noir. Et comme la demande en dollars américains était très élevée, ces marchés illégaux pouvaient pratiquer des taux bien supérieurs au taux de change officiel, ce qui a encore davantage affaibli le bolivar. Ceux qui ne souhaitaient pas payer les prix exorbitants du marché noir ont décidé de fabriquer des objets avec leurs bolivars et de les revendre. Étonnamment, les billets avaient plus de valeur en tant que cadeau qu'en tant que monnaie. Remarquez que je parle au passé, c'est parce que, miraculeusement, la monnaie a fait son retour spectaculaire après le chaos. Au moment où j'enregistre cette vidéo, elle s'échange à 24 bolivars pour $1. Je pense que vous conviendrez que c'est un peu mieux que 5,9 millions pour $1, non ? Cependant, ce revirement incroyable n'a rien à voir avec ces politiciens égocentriques et cupides. Oh non. Il est dû à la remontée du prix du pétrole à environ $100 le baril, ainsi qu'à l'expansion du Venezuela dans d'autres secteurs tels que l'or, le rhum ou le cacao. La diversification des activités a fait des merveilles pour l'économie vénézuélienne, qui a connu sa première croissance en 7 ans en 2021. Pour les 90% de Vénézuéliens vivant dans la pauvreté, c'est une nouvelle incroyable, mais malheureusement c'est loin d'être terminé. Non, il est difficile d'imaginer un changement significatif au Venezuela sans une transformation radicale de la façon dont le pays est dirigé. Et ça ne concerne pas seulement le Venezuela. Depuis toujours, des fonctionnaires corrompus du monde entier ruinent la vie de leurs concitoyens pour leur propre profit politique. Il suffit de considérer cette énorme pile d'argent laissée au Brésil. Cela n'est pas dû à l'hyperinflation, mais c'est une représentation visuelle des quelques 4 milliards de dollars récupérés par la police auprès des politiciens corrompus du pays. Dans ce cas, il s'agit simplement d'une promotion pour un film et l'argent n'est pas réel. Mais ce film est basé sur une triste réalité, la corruption du gouvernement brésilien. C'est une image frappante certes, mais c'est loin d'être le pire des cas. Partout dans le monde, des personnes occupant des postes importants sont régulièrement reconnues coupables de corruption. Par exemple, en 2022, la société minière de Glencore a été contrainte de payer 1,5 milliard de dollars pour corruption. Une somme qui ressemblerait à peu près à cela si elle était empilée en billets de $100, comme l'a montré une manifestation artistique à Wall Street en 2012.
De la Syrie à la Corée du Nord, les gouvernements appauvrissent leur population pour leur propre profit, à des niveaux bien plus graves. Oui, tout n'est pas noir bien sûr. Si vous vivez au Danemark, en Nouvelle-Zélande ou en Finlande, estimez-vous heureux car vous vivez dans l'un des pays les moins corrompus au monde. Mais ayez une pensée pour ceux qui n'ont pas cette chance. Quoi qu'il en soit, les Vénézuéliens ont au moins, espérons-le, traversé le pire, alors levons notre verre à ces derniers. Et j'ai terminé. Ouais, c'était pas facile. Même selon mes propres critères. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué là-dedans? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.